Pour moi, un pays civilisé, ce n'est pas un pays qui a un confort physique total. La civilisation, c'est de voir combien nous mettons dans l'éducation de nos enfants. Je m'appelle Reza, je suis photographe et humaniste, et un voyageur aussi et formateur. La première fois que j'ai rencontré Reza, c'est lors d'une conférence à Rennes à l'occasion du Learning Show. Il était l'invité d'honneur d'un événement consacré à la formation. Reza, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sûrement son regard. Celui de l'un des plus grands photojournalistes de notre temps. Il s'est posé dans plus de 100 pays sur les champs de guerre, à la rencontre de ces hommes, ces femmes, ces enfants, pour nous raconter leur histoire. J'ai eu l'honneur de pouvoir passer du temps avec lui, d'échanger, qu'il me raconte sa passion pour la photographie et sa farouche ambition de contribuer à l'éducation dans notre monde. Un conteur, un passeur d'images, un homme qui, derrière son objectif, arrive à capturer notre humanité au-delà de toutes les horreurs commises. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants. Je ne sais même pas si ce que je fais, c'est un métier. C'est une forme de vie que je choisis, presque nomade. Pourquoi la photographie? Parce que la photographie, c'est un langage universel et c'est un langage direct aussi. C'est accessible à tout le monde. Presque tout le monde aujourd'hui, avec un smartphone, il se dit photographe. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur moyen de communiquer avec le monde entier. Tu disais, avec un smartphone aujourd'hui, tout le monde se dit photographe, mais est-ce qu'avec juste un smartphone, on est photographe? Aujourd'hui, tout le monde a un crayon, un stylo dans la poche, mais avoir ce crayon ou un stylo dans la poche, il n'a pas fait de Balzac et de Victor Hugo ou Hemingway. De la même façon, avoir un outil qui fait des images, on ne devient pas photographe. C'est quoi être photographe? Un photographe, c'est quelqu'un qui a déjà une connaissance profonde de son sujet, de ce qu'il a envie de montrer. Mais c'est quelqu'un qui utilise cet outil comme un médium de raconter des histoires, de créer des liens. Ça t'est venu comment, cette envie, ce goût de raconter des histoires à travers justement l'outil de l'appareil photo? À très bas âge, à l'âge de 12-13 ans, les scènes que je voyais dans les rues qui m'interpellaient, qui étaient d'une part, des fois c'était la scène de pauvreté, la misère des gens, et même d'autre part c'était les moments très émotionnels ou les joies que j'avais, et j'avais envie de se partager avec les autres. Et je voyais que les mots, ça ne suffit pas, que j'arrive pas à mon âge d'expliquer ou poser des questions. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que l'image peut créer ce lien direct. Et j'avais aussi, j'étais abonné à une revue de sciences pour les jeunes, les enfants et les jeunes en Iran. Et un jour, dans l'éditorial de ce journal de sciences, c'est il y a 53 ans exactement, j'avais lu que les illettrés du XXIe siècle seront les gens qui ne connaissent pas la photographie. Et ça m'avait beaucoup touché en disant comment ça se fait que dans l'école et tout ça, tout le monde nous dit apprends l'alphabet, mathématiques et autres. Or ici, il parle de photographie. C'est quoi cette histoire? Tu disais tout à l'heure une vie de nomade, c'est une vie que tu as choisie. Pourquoi? Bon, j'étais très attiré par les voyages aussi dès le bas âge, mais pas je voyageais pour voyager ou pour aventure, c'était toujours dans un but de connaître l'autre. Je ne crois pas beaucoup aux informations, je ne crois pas beaucoup à ce que je vois dans les télés, que je lis dans les journaux, malgré ce que je fais, parce que chaque fois que je suis sur terrain, ce que je vois, c'est différent de ce que j'ai vu dans les médias. J'essaie d'être à côté du peuple où ils ont besoin de voix,
où ils ont besoin que leurs histoires soient connues. J'essaye d'être dans les endroits où il y a une page de l'histoire est en train de tourner. Tu racontais hier, parce que nous sommes présents effectivement à Rennes pour un événement qui s'appelle le Learning Show, que ta vie a changé, en tout cas a basculé en 1979 ou en 1980, où tu as été contraint, obligé de fuir ton pays d'origine, l'Iran. Oui, après mes études d'architecte à l'université, je suis devenu architecte, je continuais de travailler tout en faisant la photographie. Donc c'était vraiment un métier architecte, mais la passion photographie, voyager. Ensuite, il y a eu la révolution, les premières manifestations d'un seul coup qui étaient inattendues en Iran. Et c'est à ce moment où j'ai décidé quelques jours de partir de mon bureau d'architecte et aller faire des photos. Mon travail photographique, qui était un des premiers reportages sur la brutalité de ce régime des mollahs, le régime des républiques islamiques, ou l'État islamique qui venait de prendre place en Iran, ça n'a pas plu au régime. Mes photographies étaient publiées dans le monde entier. Je faisais la une de dizaines, de centaines de presses dans le monde. Et là, ça n'a pas plu aux autorités. Donc, ils ont mis ma tête ils ont mis mon nom dans la liste des gens à battre. Et donc, j'ai fui l'Iran en 1981. Si tu pouvais revenir en Iran aujourd'hui, est-ce que tu y retournerais? Pas plus que ça. C'est-à-dire que depuis ces 40 ans que je fais ce voyage dans le monde entier, j'ai plus de centaines de pays, je me suis rendu compte d'une chose assez importante, c'est que cette lien que les gens ils ont à leur terre, c'est une lien presque, je dirais, comment dirais-je, je ne veux pas dire bestial, mais physique. C'est une lien très physique et ça n'a pas de sens en réalité. C'est pas parce qu'on est né sur une partie de terre qu'il faut qu'on devienne ennemi des autres. N'importe où, la terre c'est la même. Enfin, donc cet exil, ça m'a rendu plus fort dans ce concept de dire que d'une part, il y a une seule terre, et peu importe si j'étais né ici ou là-bas, c'est la même chose. La population, c'est la même, les êtres humains sont les mêmes. Il n'y a pas une différence entre les êtres humains. Il y a les différentes civilisations, il y a les différentes cultures, mais en le connaissant, on se rend compte que tout ça, c'est un peu comme les logiciels qu'on met dans un ordinateur. Le disque dur de l'humanité, c'est la même. On ajoute différents logiciels. Ça, c'est les civilisations. Ça, c'est les cultures. Ça, c'est les religions. Ça, c'est l'idéologie. Ça, ce sont que des logiciels qui sont ajoutés sur un disque dur qui est la même. Quelle est la valeur que tes parents t'ont inculquée et qui te sert aujourd'hui? La valeur la plus sûre, c'était la justice. Je crois que ça, c'était une des valeurs. L'autre, c'était altruisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi, Reza, qui te ferait plaisir? Parce que c'est vrai. Les mots que j'entends, certes, ils ont un poids, mais l'importance pour moi, c'est les actions. Si quelqu'un me dit que, voilà, après tout ce que j'ai vu, votre conférence, ben moi aussi, je vais créer une association ou aider une association, aider les enfants qui ont des difficultés ou aider mon voisin, ben ça me fera plaisir. Tu parles des enfants, justement, tu as parcouru le monde, tu as couvert des zones dans le monde où il y avait des conflits et tu as souvent photographié des enfants. Pourquoi les enfants? Il y a cette innocence chez les enfants. Et quand il y a les guerres, quand il y a la pauvreté, quand il y a les crimes, c'est cette innocence qui est mise en danger. C'est cette innocence qui est bafouée. Et parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père est mort,
Ils ne comprennent pas pourquoi leur maison a été détruite. Ils ne comprennent pas pourquoi leur voisin de classe n'est plus là. Donc cette façon de voir cette injustice, ça m'a emmené de faire de ces enfants, quelque part, le porte-parole de ce qu'est cette histoire de l'humanité, ce que nous devions faire, ce que nous devions regarder. On dit beaucoup des mots comme les enfants sont l'avenir du monde et autres, mais en réalité, c'est pas parce que on est bien habillé, on a un costume cravate chic et on mange bien, on boit bien qu'on est civilisé. Vous voyez, c'est aussi cette connaissance de l'importance de l'éducation qui m'a amené à me concentrer beaucoup sur les enfants et la transmission. Qu'est-ce que toi tu as essayé d'apporter ou tu essayes d'apporter au quotidien en termes d'éducation pour les enfants ou pour les adultes également? Peut-être juste le regard. Comment il faut regarder, comment il faut sortir de son quotidien et les habitudes qu'on ne les voit plus, parce que quand on rentre dans une quotidienne, on ne voit plus ce qui est autour de nous. Comment il faut regarder selon toi? Avec du cœur. Il faut regarder avec du cœur et être ému de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. J'essaie aussi de passer aux enfants cet questionnement constant. Parce que c'est en questionnant tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend qu'on pourra mieux comprendre le fondement des choses. Tu dis, j'essaye de leur apprendre, mais regarder avec le cœur, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu... Oui, ça s'apprend. À partir du moment où on met son personne hors de jeu. Et là, c'est complètement contraire à ce que, aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés, est en train de passer de plus en plus. Cet individualisme, c'est moi je suis avant tout le monde, il faut que je pense à moi avant tout le monde. Et ce détachement, c'est le premier acte. C'est comme une vase, quand c'est vidé, on peut le mettre des choses dedans. Quand c'est plein, quand on est plein de nous-mêmes, on ne peut pas mettre d'autres choses dedans. On ne voit pas d'autres choses. On ne voit pas d'autres personnes. Donc c'est comme ça qu'il faut... C'est cet altruisme envers l'autre qui est regardé avec du cœur. Enfin. Tous ces enfants que tu as initiés ou que tu as formés, qu'est-ce qu'ils t'ont appris à toi? Je dis toujours à ces enfants que, attention, moi je vais apprendre plus que vous. Donc ne croyez pas que je suis votre prof. La première chose, c'est cette fraîcheur de regard, c'est cette innocence de parole, c'est de rester enfant, quelque part, je dirais, c'est une vertu. Quand on est enfant, on voit le monde en 360 degrés, tout est possible. On voit tout de même regard, de même vision. C'est en grandissant petit à petit que cette champ de vision devient petit, jusqu'à ce que finalement les gens ils disent de mon point de vue. Donc vous voyez, ils croient que c'est magnifique avoir un point de vue, mais le point de vue c'est pas un point, c'est 360 degrés. Et ça c'est ce qu'on apprend des enfants, de constamment regarder tout en 360 degrés. Ce serait quoi la rencontre la plus importante de ta vie? C'était cette petite fille de Sarajevo, en plein bombardement de la ville de Sarajevo, qui était encerclée depuis plusieurs années par les forces serbes et les francs-tireurs et les artilleries qui pleuvaient sur la ville qui était assiégée, où les gens n'avaient plus rien à manger depuis plusieurs années déjà, affamés vraiment au cœur de l'Europe en plus. Et au milieu de tout ça, j'ai vu cette petite fille de peut-être 8-9 ans, au milieu de ce chaos de guerre, avec son petit tabouret, 3 poupées dessus, c'était ses poupées, et qui avait eu l'idée de les vendre parce que sa grand-mère était
n'avait pas mangé depuis 4 jours et qu'elle adorait sa grand-mère. Et ça, c'était une rencontre très importante. Encore de nouveau, de voir comment un enfant peut aller au-delà de ce qui est les raisonnements et autres. Et cet amour de l'aider sa grand-mère en sacrifiant ce qui est le plus prestigieux pour une fille, petite fille qui est ses poupées, de les vendre. Ça, c'était une rencontre très importante pour moi. En revenant sur des événements peut-être plus récents, sur les 3 dernières années, ce serait quoi l'événement ou le fait qui t'a, toi, le plus marqué? L'histoire de prise de pouvoir par le Daesh, par l'État islamique dans le Moyen-Orient. Ça, c'était l'événement qui m'a beaucoup marqué, vu mes origines, vu ce que j'ai vu, l'arrivée des républiques islamiques, les mollahs, et tout ce qui a suivi après, le désastre. Après, je voyais dans le Daesh, ou l'État islamique, un désastre encore plus grande et plus importante pour l'humanité. Donc, je suis allé sur le front pour photographier, pour être avec les gens qui se battaient. Et c'est aussi un des événements qui était le plus dur, c'était cette volonté de ces gens de Daesh de kidnapper des femmes et des filles et de les emmener comme esclaves sexuels pendant 5000 filles, femmes yazidis au nord d'Irak, de Kurdistan irakien, qui étaient kidnappées par eux, pris en otage et vendues des fois sur les marchés et tenues comme esclaves sexuels. Ça, c'était l'événement le plus dur pour moi, surtout rencontrer ces femmes et ces filles après qui racontaient leurs histoires. Très très dur, très dur. De quoi tu es le plus fier dans ta vie? D'être père de 2 enfants. Certes, j'ai formé des milliers de gens, j'ai impacté la vie de beaucoup de gens en bien. Tout ça, c'est quelque chose que je trouve, ça fait partie de mon parcours. Mais être père, c'est une responsabilité humaine et un devoir humain important aussi. Et justement, tes enfants, comment ils ont perçu le fait que tu sois très souvent en déplacement, que tu sois très souvent dans... Comment ils te voyaient quand ils étaient plus petits? Quelle image ils avaient de toi? Est-ce que... Comme je suis absent presque 8-9 mois par an, j'ai essayé quelque part d'échanger la qualité contre la quantité. Mais certes, quand on était enfant, ils étaient touchés par ça. C'est récemment que j'ai entendu quelque chose qui m'ont dit que ça m'a beaucoup touché, c'est que ils avaient vu des films de guerre et chaque fois que je partais en voyage, ils se disaient c'est la dernière fois qu'on voit le papa. Et ça m'a beaucoup touché. Comment tu les rassurais? Est-ce que c'était possible de les rassurer? C'était pas possible, mais c'est récemment qu'ils m'ont dit qu'ils pensaient comme ça. Ils ne disaient pas quand ils étaient enfants, ils ne me montraient pas ça. Et c'est aussi l'éducation que Rachel elle avait donnée, de les expliquer aussi où je suis, pourquoi je suis. Et donc, quelque part, elle essayait de changer cette notion de danger dans quelque chose de bien, que je suis pour faire le bien, pour aider les autres, regarder les résultats. Donc, quelque part, ça les rassurait de cette façon. Tu dis, j'ai pas été un reporter de guerre, je suis un reporter de paix. Je suis un pacifiste, je suis quelqu'un de très anti-guerre. Mais à un moment, je me suis rendu compte que pour répandre cette idée de pacifisme, cette idée de paix, je peux utiliser ma connaissance de l'image, je peux utiliser ma connaissance de médias, de photographie et
pour montrer les brutalités des guerres, pour montrer la souffrance que les gens ont subie. Et cette brutalité et souffrance, c'est pas forcément de montrer les blessés ou les morts ou les destructions. Certes, je photographie les morts et les blessés et les destructions parce que je suis là et c'est des documents historiques. Mais ce que j'utilise dans la présentation de mon travail, c'est beaucoup plus dans les regards de survivants, dans le visage de ceux qui viennent d'échapper à une explosion, dans le regard d'un enfant qui vient de perdre ses parents. Parce que c'est une moyenne qui peut emmener des autres gens de réfléchir et de regarder. Tu dis que lorsque tu te rends sur le terrain, contrairement à certains autres confrères, c'est pas uniquement effectivement pour prendre des clichés, mais pour être dans l'action. Tu l'as dit tout à l'heure, être dans l'action pour former, être dans l'action aussi où tu t'es engagé dans des programmes des Nations Unies. Pourquoi tu as cherché à vouloir et pourquoi tu cherches à être dans l'action? Les deux font partie d'une seule entité pour moi. C'est-à-dire, d'une part, je vais sur place pour raconter l'histoire des gens avec mes photographies. Mais très vite, j'ai compris l'impact et la force de l'image, de cet appareil. Cet appareil, c'est beaucoup plus puissant que toutes les armes du monde, quelque part, parce que ça emmène la connaissance. Et emmener la connaissance, c'est une arme fatale contre l'ignorance, contre tous ces gens qui veulent créer des guerres pour leur intérêt économique ou stratégique. Les autres, en donnant la possibilité à ceux qui sont victimes de ces événements, je leur donne le moyen de raconter leurs histoires eux-mêmes. Et l'histoire racontée par eux, ça a une autre vertu. Ça attire autrement le regard. Et parce que ça vient des gens de terrain, ça nous touche différemment. Et parce que cette éducation à l'image, c'est quelque chose qui reste quand même beaucoup dans les pays développés. Or, dans tous les autres pays, il y a aussi des gens très intelligents, il y a aussi des artistes, il y a des acteurs, il y a des gens qui peuvent même nous éclaircir par ce qu'ils peuvent dire. Il faut juste simplement leur donner l'outil et leur former à cet outil. C'est pour ça que je continue cette transmission, cette formation constante, que ce soit dans les camps de réfugiés, pour les enfants réfugiés, parce que on a tous vu des clichés ou des photos de camps de réfugiés avant faits par les professionnels qui arrivent sur place, qui passent quelques heures, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent prendre et c'est fini. Or, la vie vue par les enfants de camps réfugiés, c'est complètement autre chose. Et c'est autre chose qu'une fois que les gens y voient, ça les amène à questionner, à voir les réfugiés différemment. Ce que tu disais aussi, c'est pas uniquement former qui importe, c'est ce qu'on en fait. Je prends l'exemple de ce que tu as évoqué sur les enfants en Centrafrique, je crois, dont les portraits ont été réalisés et dont l'objectif était finalement de retrouver leur famille. Je prendrai l'exemple aussi du cité des enfants dans la cité du Mirail à Toulouse, où tu disais c'est pas uniquement le fait qu'ils prennent en photo, c'est que ce soit exposé dans le lieu le plus prestigieux de la ville, que ce soit à Toulouse ou à Buenos Aires aussi. Buenos Aires, tu évoquais également cet exemple-là. Voilà, ce que tu disais, c'est pas uniquement former, c'est ce qu'on en fait. Ça, c'est le plus important. Leur travail, j'essaye de créer des expositions avec mes expositions ou séparément dans les lieux les plus prestigieux de chaque ville. À Toulouse, par exemple, on avait exposé dans la salle des illustres de mairie de Toulouse. Et imaginez 50 gamins de Mirail avec leurs parents et leurs voisins se trouver pour la première fois de leur vie dans les salles des illustres. Et, en plus de se trouver pour l'inauguration de l'expo photo de leurs enfants et qui montre quelle est la vraie vie dans les Mirail. On expose aussi dans leur quartier, donc ça crée aussi des liens parce que
une exposition photographique ou la façon où je l'ai fait, qui est plutôt des grandes installations photographiques, ça impacte énormément les gens. On le sait, cet impact. C'est pour ça que les entreprises, ils dépensent des millions et des millions pour avoir des billboards, pour avoir des panneaux de publicitaires, parce qu'ils savent qu'avec ces panneaux, avec ces images, ils peuvent vendre leurs produits. Et bien moi, je n'ai pas des produits à vendre, mais je connais l'importance de ces panneaux, donc, ou de cette façon d'exposer. Ce que j'essaie, c'est de créer cette lien entre les populations qui vivent quelque part même ensemble, mais qui sont ignorants de l'un ou l'autre, ou l'un est contre l'autre. Et voir ça, ça crée des liens, de voir que l'autre est pareil que moi. Ma dernière question, Reza, ce sera: quel est ton rêve éveillé? Mon vrai rêve, c'est le jour où l'humanité arrivera à ne plus faire la guerre. Et presque toute ma vie est consacrée à ça, d'essayer d'emmener la population de prendre cette conscience anti-guerre, parce que quelque part, c'est la brutalité, la bestialité totale qu'on peut voir dans un être humain. Tous ces présidents, tous ces généraux, tous les gens qui lancent des guerres, moi je ne les vois pas comme un homme de notre époque habillé en costume cravate et parler aux Nations Unies. Je les vois comme un voyou de tant de hommes de caverne, vous voyez, qui n'ont rien compris à la vie, qui n'ont rien compris à l'humanité. Et la seule chose qui leur compte, c'est faire marcher leurs armements, de vendre leurs armements, qui va jeter des bombes sur une autre population, que les mêmes populations y deviendraient réfugiés et viendraient chez eux, et qu'ils vont même pas accepter en disant non, non, rentrez chez vous. Mais j'étais chez moi avant. C'est vos armements, c'est parce que vous êtes enrichis en vendant des armes aux voyous qui étaient présidents de mon pays, ou les guerres qui étaient créées, que maintenant je suis réfugié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fous qui nous gouvernent, de plus en plus. Le populisme, c'est en train de gagner, et de plus en plus, c'est des fous où les gens y votent, qui arrivent à manipuler quelque part les gens par les médias qui contrôlent, par d'autres moyens, et gouverner. Donc le danger, il y est. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette force de l'humanité, cette force qui existe. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les grands événements humanistes de notre temps, de ce qu'on connaît, c'était fait par un seul homme ou une femme. C'était Gandhi, c'était Mandela, c'était de Martin Luther King, c'est Rosa Luxembourg. Enfin, vous voyez, c'était des hommes et des femmes, d'un seul coup, avec leur action, ils ont fait avancer l'humanité. Donc, je crois que de ces femmes et hommes, il y en a de plus en plus, et d'où mon optimisme pour l'avenir de l'humanité.